Avez-vous déjà croisé un meurtrier dans la vie réelle? Mon père m'a tendu un couteau en lançant « Alors, tu préfères tuer ton chef scout ou finir en prison ?» Je suis resté figé, incapable de réagir. Il a esquissé un sourire et ajouté « Tes empreintes sont partout sur les armes. Ton ADN, tu l'as laissé sur chaque scène. » Je l'ai regardé, sans un mot. Tout ça, c'était il y a 9 ans. Et hier, j'ai reçu un colis anonyme avec des photos truquées de moi sur tous les lieux du crime. Tu t'es déjà demandé si tu connaissais un meurtrier dans la vraie vie? J'avais 13 ans quand mon père m'a emmené camper et j'ai découvert des dents humaines dans sa boîte à pêche. Quand je lui ai demandé d'où elles venaient, il a répondu que c'était sa plus belle prise. Ce séjour, je l'attendais avec impatience, persuadé que papa cherchait enfin à se rapprocher de moi après tant d'années de distance. Il avait toujours été obsédé par la survie. Il m'apprenait à suivre les pistes d'animaux et à me repérer grâce aux étoiles depuis que je savais marcher. Mais là, c'était la première vraie expédition, rien que tous les deux. Une semaine entière dans la montagne. En passant devant la cabane des Rangers couverte d'avis de disparition, il a lâché que certaines personnes feraient de mieux de rester à leur place. Les dents étaient des molaires, nettoyées, polies comme des trophées. Quand il a vu ma tête, il a ri en prétendant que ça venait d'un ours. Mais on venait d'étudier les dents humaines en sciences, et je savais très bien ce que j'avais sous les yeux. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de dormir pendant qu'il examinait des cartes près du feu, entourant certaines zones d'un grand X rouge. Je suis resté recroquevillé dans mon sac de couchage, glacé en comprenant pourquoi il voulait qu'on s'éloigne autant des sentiers battus. Au 3e jour, il a lancé qu'on allait essayer un nouveau jeu. J'avais 30 minutes pour me cacher dans un rayon d'1 kilomètre. Si je tenais jusqu'à la nuit, je gagnais 100 €. Sinon, je l'aidais à s'entraîner au pistage avancé. Il avait dans les yeux une excitation qui m'a noué l'estomac. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais il m'a retrouvé en moins de 2 heures, en suivant les brindilles cassées et les traces que je laissais malgré moi. Pas mal, a-t-il commenté en me serrant l'épaule, mais la proie commet toujours des erreurs quand elle a peur. Le soir, il m'a vraiment montré ce qu'il entendait par pistage avancé. Il m'a mené jusqu'à une clairière où quelqu'un avait récemment campé. Des affaires abandonnées traînaient, dont une veste déchirée tachée de brun. Il m'a appris à lire la scène. On dirait qu'un serpent est entré dans le sac de couchage. Quel accident horrible, a-t-il lâché tout en souriant. Demain, tu m'aideras à suivre la piste, a-t-il poursuivi. Je vais t'apprendre ce que ça fait d'être un vrai prédateur. J'ai pris mon courage à 2 mains pour demander « Tu crois que cette personne va s'en sortir ?» Il a répliqué « Pas si tu veux manger demain. » J'ai tout tenté pour saboter la chasse, l'emmener sur de fausses pistes, feindre d'être perdu, mais il s'y connaissait bien mieux que moi et rectifiait chaque écart. On a fini par retrouver le randonneur, 8 kilomètres plus au nord, épuisé, terrorisé, boitant à cause d'une blessure infectée. Dès qu'il nous a vus, il a fondu en larmes, soulagé. Papa l'a rassuré, lui a donné de l'eau, juré qu'on allait le ramener sain et sauf. Puis il s'est tourné vers moi. Montre-lui le chemin le plus court pour rentrer. J'ai désigné le sud, la ville la plus proche, mais papa a souri et corrigé, pointant vers le nord. Le randonneur nous a remerciés, persuadé d'être sauvé, et il est reparti clopin-clopant. Cette nuit-là, papa m'a réveillé à 3 heures du matin, affichant un large sourire tout en agitant sous mon nez une poignée de dents encore couvertes de sang. Les coyotes avaient déjà fait le plus gros, a-t-il glissé. J'ai à peine eu le temps de m'amuser cette fois. Une fois rentré, j'ai voulu en parler à maman, mais elle s'est contentée de rire. Après tout, papa était un chirurgien réputé qui sauvait des vies, et moi, j'étais le gamin qui inventait toujours des histoires. Mais jamais je n'aurais inventé un truc pareil. Papa m'a attrapé et m'a mis en garde. Si j'ouvrais encore la bouche, je serais le prochain randonneur à disparaître. Il m'a même montré des articles de presse sur des gens disparus dans toutes les régions où on était passé. Des accidents tragiques, disait-il. Mais toi, t'es pas du genre à croire aux accidents, hein? Après ça, nos chasses sont devenues mensuelles, chacune plus atroce que la précédente. À chaque fois, il blessait quelqu'un sur son campement, peu importe ce que je tentais pour l'arrêter. Il m'obligeait à anticiper leurs réactions, à apprendre leurs habitudes. Si je les prévenais ou si je lui faisais perdre la piste, il me forçait à assister à la suite. Je suis devenu expert pour lire la peur dans les empreintes, deviner la panique dans la moindre brindille cassée. Il voulait que je devienne comme lui. Une chasse m'a particulièrement marqué. La cible, je la connaissais. Mon ancien chef scout avait choisi de partir randonner seul pour fêter ses 50 ans. Papa avait déjà repéré son campement, l'avait blessé, l'avait poussé à fuir. En suivant sa trace, j'ai pris ma décision. Pendant que papa restait absorbé par la piste, j'ai couru en avant pour retrouver mon chef et le prévenir. Je l'ai trouvé effondré près d'un ruisseau. Je lui ai tout avoué, le suppliant de foncer droit à la cabane des Rangers et de faire arrêter mon père. Puis je suis retourné voir papa, prétendant m'être perdu. Mais il m'a percé à jour d'un simple regard. On développe un certain instinct, après des années à étudier les proies, a-t-il soufflé. Il a simplement souri, lentement, et m'a dit « Tu sais, je me suis arrangé pour que tu ne puisses rien contre moi. » C'est là que j'ai compris qu'il m'avait filmé en cachette à chaque fois qu'on suivait une victime. Tes empreintes sont sur les armes. Ton ADN est partout. Tu veux aller voir la police? Vas-y, essaye pour voir. Il m'a appris qu'il laissait à chaque scène de crime des objets qui m'appartenaient. J'étais tétanisé. Il n'avait pas seulement anticipé ma trahison, il l'avait orchestrée. Il m'a tendu le couteau. Alors, tu t'en charges ou tu préfères la prison? Je suis resté là, incapable de bouger, le couteau pesant dans ma main. Le souffle rauque de mon chef scout résonnait quelque part dans l'obscurité. Papa m'observait, le même regard froid et méthodique qu'à l'hôpital, comme s'il jaugeait l'endroit où portait sa première incision. La forêt semblait suspendre son souffle. J'entendais mon cœur battre à tout rompre dans mes oreilles, tiraillé entre 2 abîmes, sacrifier mon avenir ou mon âme. Mes doigts tremblaient sur le manche. Papa s'est approché, ses bottes craquant sur le tapis d'aiguilles de pin.
Il posa une main sur mon épaule, à la fois douce et autoritaire, cette même main capable de sauver des vies à l'hôpital, mais qui en avait ôté bien d'autres dans ces bois. J'ai dû lutter contre l'envie irrésistible de me dégager. « On n'a pas de temps à perdre », souffla-t-il. « Ton chef scout s'éloigne, et plus tu tardes, plus tu risques de ne jamais le retrouver. » Je me forçais à avancer, suivant les traces de feuilles froissées et de branches cassées. À chaque pas, j'avais la sensation de m'enfoncer dans des sables mouvants. Papa me talonnait, scrutant tous mes gestes sans rien laisser passer. Quand nous avons enfin retrouvé mon chef scout, il s'était effondré contre un arbre, une main crispée sur son flanc, là où papa l'avait blessé un peu plus tôt. Lorsqu'il nous aperçut, ses yeux s'agrandirent de stupeur, l'espoir traversant brièvement son visage, avant de s'éteindre en voyant le couteau que je tenais. On sentait qu'il ne comprenait pas, qu'il n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Il me connaissait depuis mes 8 ans. C'est lui qui m'avait appris à faire des nœuds, à allumer un feu de camp. Et voilà que je me retrouvais devant lui, menaçant, presque bourreau. Je me suis agenouillé à ses côtés, les mains tellement tremblantes que j'avais du mal à tenir la lame. Papa s'était arrêté à quelques mètres, bras croisés, à observer la scène. Mon chef scout tenta de parler, mais il n'arriva qu'à tousser faiblement. Du sang perlait à ses lèvres. Au lieu de le menacer, j'ai utilisé le couteau pour découper des bandes dans ma veste, que j'appliquais sur sa blessure en espérant arrêter le sang. J'ai senti papa s'approcher derrière moi. Un choix original, souffla-t-il. Mais tu sais bien que ça ne lui sauvera pas la vie, pas ici. Je serrai les bandages de fortune de toutes mes forces. Mon chef scout m'attrapa faiblement le poignet, ses yeux cherchant de l'aide. Je me penchai, faisant mine d'examiner sa blessure, tout en lui glissant à voix basse la direction d'une cabane de garde forestier repérée sur les cartes de papa. C'était sa seule chance. Papa me releva brusquement, son emprise inflexible sur mon bras m'obligeant à m'éloigner du blessé. Nous avons marché en silence plusieurs minutes avant qu'il ne rompe enfin le silence. « Tu te crois plus malin que moi ?» lança-t-il. « Mais j'étais déjà dans ce jeu bien avant ta naissance. La cabane dont tu parlais ? J'ai saboté la radio hier. J'ai senti mon estomac se nouer. Évidemment qu'il y avait pensé. Il avait toujours un coup d'avance, toujours un plan B en réserve. Nous avons rejoint notre campement. Pendant qu'il rallumait le feu, je suis resté assis sur une souche, abattu, vidé. Il a sorti son téléphone et m'a montré une vidéo. On me voyait, enthousiaste, le guidant dans la forêt, relevant des indices. Ma voix sur l'enregistrement paraissait complice, presque enjouée. Il avait tout monté pour que je passe pour son complice volontaire. « J'en ai des dizaines comme ça », a-t-il dit. « Et toutes les preuves matérielles dont je t'ai parlé. Tu es déjà allé trop loin pour reculer. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil, trop occupé à échafauder un plan. Si je ne pouvais pas le défier frontalement, il allait falloir être plus malin que lui. Tous les enseignements qu'il m'avait transmis au fil des ans, survivre, pister, se camoufler, il devait bien y avoir un moyen de les retourner contre lui. Le lendemain, à l'aube, il me réveilla. On plia bagages et on partit vers un autre coin de la forêt, en effaçant toutes nos traces. En marchant, je remarquai qu'il vérifiait son téléphone en permanence, l'air soucieux. « Le réseau passe mal ici », marmonna-t-il. « Il faut qu'on grimpe plus haut. » Nous avons escaladé une crête qui dominait la vallée. Alors qu'il s'acharnait à trouver du signal, je détaillais les environs. La falaise plongeait sur une dizaine de mètres de rochers, pas forcément mortels, mais le terrain était traître. Une idée commençait à germer dans mon esprit. Les semaines qui suivirent, nos sorties de chasse continuèrent. Papa semblait de plus en plus persuadé que je lui obéissais docilement. Il me laissait de plus en plus de responsabilités, parfois même partir en éclaireur ou installer le camp seul. Je jouais les fils brisés et soumis, tout en le surveillant du coin de l'œil. J'analysais ses routines, repérais ses faiblesses. Il sortait sans cesse son téléphone dès que l'on approchait de la civilisation. Il boitait légèrement du genou gauche, une vieille blessure d'étudiant. Il avalait des somnifères la 3e nuit de chaque expédition, sous prétexte que la nature l'empêchait de dormir. Surtout, j'ai fini par découvrir où il cachait les preuves contre moi. Un coffre à la banque, en ville, dont il gardait la clé accrochée à son porte-clés. Si j'arrivais à mettre la main dessus et à détruire ce qu'il détenait, peut-être que je pourrais m'en sortir. L'occasion se présenta lors de notre prochaine sortie. Nous suivions la trace d'un randonneur solitaire qui avait installé son campement près d'une cascade. Papa l'avait déjà attaqué la veille, le forçant à fuir, blessé, dans la forêt. En suivant ces traces, je remarquai que nous nous approchions de cette même crête où papa avait cherché du réseau quelques semaines plus tôt. Je me demandais ce qui le poussait à choisir les dents comme trophée. Il y a quelque chose d'étrangement méthodique dans l'idée de conserver des molaires plutôt qu'autre chose. Toute sa pédagogie ressemblait à un conditionnement, mais la façon dont il transformait chaque situation en jeu ou en leçon me donnait envie d'en savoir plus sur son passé. Avait-il lui aussi eu un mentor, aussi tordu plus jeune ? J'accélérai le pas, veillant à guider papa le long du bord de la falaise. Il me suivait sans se méfier, confiant dans mes talents de pisteur. Arrivé à un passage étroit, je fis mine d'apercevoir quelque chose plus bas. « Des traces récentes », lançai-je en désignant la pente. « On dirait qu'ils ont tenté de descendre par là. » Papa s'approcha, se penchant pour mieux voir. C'était l'occasion rêvée. Mais au moment où je déplaçais mon poids pour le pousser, il se retourna d'un coup sec et attrapa mon poignet. Ses réflexes étaient restés aiguisés par toutes ces années de chirurgie. « Bien tenté », dit-il en me tordant le bras jusqu'à me faire plier le genou. « Tu pensais vraiment que j'allais me laisser avoir ?» Il me tira en arrière, loin du vide, et me jeta au sol. Je reculais en rampant alors qu'il s'avançait, impassible, mais je voyais la déception briller dans ses yeux. « Je t'ai laissé toutes les chances d'accepter ce que tu es », lança-t-il, « et tu t'obstines à aller contre ta vraie nature. » Sa main se posa sur son couteau, et j'ai compris que c'était probablement la fin. Il avait décidé que je n'étais plus un héritier, mais une menace. Mais alors qu'il avançait, son genou faible flancha sur la roche inégale. Ce fut bref, mais suffisant. Je ramassai une poignée de terre que je lui lançai au visage, puis je roulai sur le côté au moment où il fonçait à l'aveugle.
L'élan le projeta vers l'avant, et je l'entendis jurer en cherchant à retrouver l'équilibre près du bord. Je me suis redressé, et j'ai vu papa se battre pour garder l'équilibre. Le gravier glissait sous ses bottes, et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait vraiment basculer dans le vide. Mais son instinct de survie a repris le dessus. Il s'est aplati, les doigts enfoncés dans la terre, et il s'est méthodiquement hissé en arrière. L'opportunité s'était envolée. J'ai alors tourné les talons et me suis enfoncé dans la forêt, les branches me cinglant le visage tandis que je traversais la végétation touffue. J'ai entendu papa se relever derrière moi, se secouant la poussière avec ce calme glacial qui le caractérisait en toutes circonstances. Je savais pourtant que la fuite ne servirait à rien. C'est lui qui m'avait tout appris sur la vie en pleine nature, et il en savait bien plus qu'il ne m'en avait jamais laissé voir. J'avais pourtant besoin de mettre de la distance, de prendre le temps de réfléchir, de préparer autre chose qu'une tentative désespérée au bord d'une falaise. J'ai fini par trouver un arbre couché. Je me suis glissé dessous, recouvert de feuilles mortes, essayant de calmer ma respiration. Par les interstices de mon abri de fortune, j'ai observé papa approcher. Il se déplaçait différemment, plus prudent, scrutant le sol à la recherche de traces. Il s'est arrêté à une dizaine de mètres de ma cachette, a sorti son téléphone, et j'ai entendu la sonnerie de maman résonner dans le haut-parleur. Il lui a expliqué qu'on allait rester quelques jours de plus, que j'apprenais des techniques de survie avancées et que je m'amusais beaucoup. Elle a ri et s'est dit ravie qu'on se rapproche enfin. Après avoir raccroché, papa est resté parfaitement immobile de longues minutes, puis il s'est dirigé droit vers ma cachette et a donné un coup de pied dans le tronc. J'ai tenté de m'enfuir, mais il m'a attrapé par la cheville et m'a ramené vers lui sans un mot, m'attachant les poignets avec des colliers de serrage. Nous avons regagné le camp en silence. Il me poussait devant lui, la main solidement posée sur mon épaule. Arrivé au camp, il m'a ligoté à un arbre avec une corde d'escalade, vérifiant ses nœuds avec un sang-froid implacable. Ce soir-là, il a préparé le dîner comme si de rien n'était, allant même jusqu'à me libérer une main pour que je puisse manger, tout en me surveillant d'un œil attentif pendant que je picorais le repas lyophilisé. Après le dîner, il a sorti un carnet usé et s'est mis à écrire, levant de temps à autre les yeux dans ma direction. J'ai passé la nuit à tester les cordes, mais papa avait pris ses précautions. Plus je m'agitais, plus les nœuds se resserraient. Au petit matin, mes poignets étaient à vif et en sang. Papa les a examinés sans émotion, a appliqué de la pommade antibiotique et posé de nouveaux pansements. Nous sommes restés 3 jours dans ce camp. Papa suivait sa routine. Vérifier les cartes, entretenir le matériel, préparer les repas. Il ne me parlait que pour l'essentiel, juste le strict nécessaire. La 3e nuit, il a finalement rompu le silence. Il s'est assis face à moi et m'a expliqué que je l'avais forcé à accélérer son plan. Il comptait me former encore des années avant de me révéler l'ampleur de ses attentes, mais désormais il devait choisir, me récupérer ou me considérer comme un problème de plus à régler. Il m'a alors montré sur son téléphone une série de photos de moi sur différentes scènes de crime, prises au fil des années, toujours de manière à me rendre complice. Sur certaines, j'avais une arme en main. Sur d'autres, j'étais en train de faire disparaître des preuves. Il préparait ce chantage depuis notre tout premier voyage. Le lendemain matin, il m'a détaché et tendu un sac à dos. À l'intérieur, de quoi survivre seul une semaine. Il m'a exposé les règles, survivre en solitaire dans une zone délimitée pendant 7 jours. Si je dépassais les limites ou cherchais de l'aide, il diffuserait toutes les preuves contre moi. Si je réussissais, il envisagerait de poursuivre ma formation. Il m'a remis un traceur GPS à portée et m'a montré la zone sur sa carte. Un vaste territoire isolé, à des kilomètres du moindre sentier ou poste de garde forestier. Puis, il m'a laissé là, seul avec mon sac et ses exigences. J'ai passé la première journée à explorer les limites du secteur, cherchant la moindre faille dans son plan. Le traceur GPS était étanche et signalait immédiatement toute tentative de sabotage. Le terrain, choisi avec soin, était accidenté dans toutes les directions. Pas de réseau, aucune trace de civilisation à l'horizon. J'ai monté un abri de fortune et commencé à passer en revue dans ma tête toutes les options possibles. S'enfuir avec le traceur était inenvisageable. Attendre les secours ne servait à rien dans un endroit pareil. La seule issue était de survivre la semaine, en espérant gagner un peu de temps pour trouver une meilleure solution. Au 3e jour, j'ai entendu des voix au loin. Mon cœur s'est emballé en reconnaissant le rythme. Des randonneurs, sûrement égarés. J'ai eu une envie folle de crier, d'appeler à l'aide, mais je savais que papa veillait, d'une manière ou d'une autre. Il n'avait pas choisi ce secteur au hasard. Il savait que des gens y passeraient de temps à autre. Je les ai observés, cachés derrière des arbres, alors que les 2 randonneurs s'approchaient à moins de 50 mètres de mon abri. Ils avaient l'air exténués, complètement perdus, consultant sans cesse leurs cartes. Tout en moi me hurlait de leur venir en aide, de les prévenir du piège. Mais je suis resté planqué, dégoûté de ma propre lâcheté. Cette nuit-là, j'ai entendu des cris au loin. Bref, étouffé trop vite. Je suis resté figé dans mon abri, tremblant de colère et rongé par la culpabilité. Papa s'était servi de moi comme appât, sachant que des randonneurs pourraient être attirés par la fumée de mon feu de camp et tomber dans son piège. Le 5e jour, papa est réapparu à mon abri. Il paraissait satisfait, presque fier. Il m'a dit qu'il avait suivi mes progrès et qu'il était impressionné par ma débrouillardise, ajoutant qu'il avait remarqué que je n'avais pas cherché à prévenir les randonneurs. Il a appelé ça des progrès. Il a apporté des provisions fraîches et quelques nouvelles de la maison. Maman avait demandé de mes nouvelles, il lui avait assuré que tout se passait bien, que je profitais à fond de la vie sauvage. Il avait même des photos de moi, souriant près du feu, prises au téléobjectif sans que je m'en rende compte. Avant de repartir, il m'a confié une nouvelle mission, retrouver et récolter une plante bien précise. Il m'a montré une photo, expliqué ses particularités. Elle était toxique, mais pouvait s'avérer utile dans certaines situations. J'ai tout de suite compris ce que cela impliquait. J'ai passé les jours suivants à chercher la plante,
en partie pour lui donner le change, mais aussi parce que dans ma tête, un autre plan commençait à prendre forme. J'ai ramassé plusieurs spécimens que j'ai manipulés avec soin avant de les glisser dans le contenant spécial que papa m'avait confié. En fin de semaine, il est revenu me chercher. Il a inspecté ma récolte, satisfait, puis l'a rangée précieusement dans son propre sac. Sur le chemin du retour vers le camp principal, il m'a expliqué que je venais de passer une étape importante et qu'il allait poursuivre ma formation, mais cette fois avec de nouvelles règles. Désormais, je devrais porter un bracelet à la cheville à la maison. Pour les autres, ça ressemblerait à un simple bracelet connecté. Mais lui saurait immédiatement si je m'aventurais dans un endroit inhabituel ou si je cherchais à contacter la police. Le moindre comportement suspect entraînerait la diffusion de ces preuves. De retour à la maison, tout m'a semblé irréel. J'allais en cours, je faisais mes devoirs, je dînais avec mes parents, mais toujours avec ce traceur qui me reliait à un tueur en série. Maman a bien remarqué que j'étais devenu plus réservé après nos sorties, plus mûr aussi. Papa partageait cet avis, répétant que la nature forge le caractère. Nos escapades mensuelles se sont poursuivies, mais l'ambiance avait changé. Papa ne faisait plus semblant de partager un moment complice avec moi. C'était moi désormais des entraînements, rien de plus. Il m'a appris à monter des abris invisibles, à avancer en forêt sans laisser de traces, à brouiller les pistes. Un jour, il m'a montré sa cachette, un endroit secret, parfaitement dissimulé et à l'abri de l'humidité, en plein cœur de la forêt. À l'intérieur, il gardait des souvenirs de dizaines de victimes, permis de conduire, bijoux et ses fameuses dents polies. Il m'a expliqué que chaque prédateur gardait ses trophées. J'ai mémorisé l'endroit en feignant d'être à la fois troublé et fasciné. Papa surveillait mes réactions, toujours à l'affût du moindre indice, me testant sans relâche. Je lui ai offert ce qu'il voulait voir, une fascination mêlée de réticence, une acceptation progressive, la lente érosion de ma conscience. À la maison, j'ai commencé à me préparer à ma façon. J'ai cherché des techniques de survie que papa n'avait pas abordées. J'ai étudié les plantes, les signaux d'urgence, les manières de maquiller un accident. Je faisais mes recherches sur les ordinateurs du lycée, histoire de brouiller les pistes derrière des devoirs anodins. Peu à peu, maman a senti que quelque chose se creusait entre nous. Elle a tenté de combler ce vide en me posant des questions sur mes sorties avec papa, sur ce qu'on faisait pendant nos longues absences. Je lui servais des versions édulcorées. Camping, randonnée, pistage, tout était vrai, mais il manquait l'essentiel. Un soir, alors que j'étais en train d'étudier des cartes dans ma chambre, elle m'a demandé si je préparais une nouvelle sortie avec papa. J'ai répondu oui, et elle m'a adressé un sourire triste. Elle m'a dit qu'elle était heureuse qu'on ait trouvé une activité à partager, même si cela m'éloignait si souvent d'elle. Lors de la sortie suivante, papa avait prévu une nouveauté. Nos expéditions père-fils en pleine nature venaient soudain de prendre un tournant bien plus sinistre. Cette fois, au lieu des habituels guimauves, papa avait glissé des colliers de serrage dans le sac. On peut dire que ça ne va pas améliorer sa note sur TripAdvisor pour les sorties familiales. Il n'était pas venu seul. Il avait amené un autre garçon, à peine plus âgé que moi, qu'il présenta comme un ancien élève qui avait terminé sa formation. Ce garçon avait un regard vide, sans la moindre chaleur. Papa m'expliqua que c'était mon avenir si je réussissais. Devenir un chasseur autonome, mais toujours sous sa coupe, toujours intégré à son réseau. Le jeune homme nous fit la démonstration de techniques que je ne maîtrisais pas encore, se fondant dans la forêt sans laisser de traces derrière lui. Cette nuit-là, nous avons pisté ensemble. Le jeune homme ouvrait la voie, papa me guidait étape par étape. Nous avons repéré une campeuse isolée qui installait son bivouac pour la nuit. Papa et son protégé ont échangé un regard complice et j'ai compris que c'était un nouveau test. Ils m'ont donné des consignes précises. Je devais m'approcher d'elle en prétextant m'être perdu, demander de l'aide pour détourner son attention pendant qu'eux se mettaient en place. Une diversion toute classique, où l'innocence sert d'appât. Je me suis avancé vers le feu, le cœur battant la chamade. La campeuse, une femme d'âge mûr au visage rassurant, bien équipée, m'a immédiatement proposé son aide. Elle m'a donné de l'eau et m'a questionné sur mes parents. Derrière elle, j'ai aperçu papa et le jeune homme qui progressaient discrètement dans l'ombre. Lorsqu'elle a sorti son téléphone satellite, disant vouloir appeler à l'aide, je l'ai fait tomber d'un geste maladroit en prétextant un accident. Elle s'est penchée pour le ramasser et j'ai vu papa armer quelque chose dans le noir. Soudain, je me suis plié en deux, gémissant, les bras autour du ventre. Elle s'est précipitée vers moi, inquiète, me demandant si j'étais malade. J'ai continué à jouer la comédie, m'éloignant du feu et l'amenant à l'écart, plus loin de l'endroit où papa attendait. Elle m'a suivi, maternelle, pleine d'inquiétude. Je n'ai arrêté mon numéro que lorsque nous avons été suffisamment loin du campement. Là, je me suis redressé et je lui ai ordonné de fuir, qu'il y avait des gens dangereux dans les parages. Son incompréhension s'est muée en panique, et elle est repartie vers son camp pour récupérer son téléphone. Je lui ai attrapé le bras et lui ai indiqué la direction opposée, lui expliquant que le sentier le plus proche était par là. Elle hésitait, tiraillée entre le réflexe de me venir en aide et l'instinct de survie. J'ai insisté, lui disant de partir et que je m'en sortirais. Quelque chose dans ma voix a dû la convaincre, car elle s'est précipitée dans l'obscurité, s'enfonçant dans les broussailles, prise de panique. Quand je suis revenu au campement, papa et le jeune homme m'attendaient. Papa avait un regard impassible, tandis que le jeune homme semblait amusé. Ils avaient tout observé, me laissant aller jusqu'au bout pour voir ma réaction. Papa examina le campement désert, nota le téléphone satellite et le matériel de valeur, glissa le téléphone dans sa poche et fit signe à son protégé de tout emballer. Ils opéraient en parfaite synchronisation, effaçant soigneusement toute trace du passage de la campeuse. Sur le chemin du retour vers notre camp, papa prit enfin la parole. Il déclara que ma performance était intéressante, mais imparfaite. J'avais réussi à sauver la femme, tout en préservant ma couverture. Cela révélait non seulement une certaine créativité, mais aussi une empathie préoccupante.
Il comprit qu'il allait devoir adapter ma formation en conséquence. Le jeune homme repartit dès le lendemain matin, emportant ce qu'il avait volé. Papa et moi avons poursuivi notre séjour, mais quelque chose s'était encore déplacé dans notre relation. Il me surveillait de plus près, me testait plus souvent. Chaque échange devenait un nouvel examen. Lors de notre dernière nuit là-bas, il m'a parlé de son premier passage à l'acte. Il était déjà plus âgé que moi, étudiant en médecine, et il s'agissait d'un sans-abri dont la disparition ne bouleverserait personne. Il a décrit ce sentiment d'adrénaline, cette clarté qui s'impose quand on accepte sa vraie nature. D'après lui, il retrouvait en moi ce même potentiel, enfoui sous des couches de conventions sociales. De retour à la maison, j'ai retrouvé maman en pleurs dans la cuisine. Elle venait d'apprendre par l'épouse de mon chef scout que celui-ci n'était jamais revenu de randonnée, plusieurs mois plus tôt. Les recherches n'avaient rien donné, aucune trace. Maman était effondrée. C'était un proche de la famille. Je suis resté à ses côtés, essayant tant bien que mal de la consoler, tandis que mon bracelet électronique enregistrait toute la scène. Papa est rentré de l'hôpital et nous a rejoints, affichant le choc et la tristesse attendus. Il a même proposé de participer à la prochaine opération de recherche, sous prétexte que son expérience en pleine nature pourrait servir. Cette nuit-là, impossible de trouver le sommeil. Je repensais au chef scout. Avait-il rejoint la cabane des Rangers, survécu à ses blessures pour finalement succomber à l'épuisement, ou papa était-il retourné finir ce qu'il avait commencé? Je ne le saurais jamais, et cette incertitude me hanterait toujours. L'école est alors devenue mon refuge. Je me suis plongé dans les cours, surtout en biologie et en chimie. Les profs remarquaient soudain mon application. Papa ne manquait pas de s'en féliciter, répétant que des connaissances médicales me seraient utiles plus tard, sans jamais préciser dans quel but. J'ai alors commencé à voir ce qui m'échappait avant, comment l'emploi du temps de papa coïncidait étrangement avec les disparitions signalées, comment il se proposait systématiquement pour les recherches en forêt, comment il revenait de ses missions avec un air satisfait, même lorsqu'elles restaient infructueuses. Maman, elle, ne se doutait de rien, absorbée par ses engagements caritatifs et ses mondanités. Elle admirait le dévouement de papa pour retrouver les personnes perdues, fière de son investissement au service de la communauté. L'ironie était cruelle. Lors de notre séjour suivant, papa m'a dévoilé un peu plus son réseau. Il avait des contacts dans plusieurs associations de plein air, des gens qui lui transmettaient des infos sur les randonneurs isolés, les cibles vulnérables, les endroits peu fréquentés. Tous n'étaient pas des tueurs. Certains cherchaient seulement à frôler le danger, le plaisir par procuration. Il m'a progressivement initié à cet univers. Un garde forestier lui signalait les sentiers les moins surveillés. Un vendeur d'équipements repérait les débutants qui s'équipaient pour des expéditions en solitaire. Tout un petit monde de complices qui, sans forcément savoir, facilitait son œuvre. Je jouais le rôle attendu, curieux mais attentif à tout enregistrer. Ces gens, s'ils devenaient témoins, pourraient me servir d'alliés si un jour l'opportunité se présentait. Mais ils étaient aussi dangereux, liés à papa à leur façon. Parmi ces contacts, une femme m'a particulièrement troublé. Elle travaillait dans une association pour personnes disparues et avait accès à toutes sortes de fichiers et de coordonnées. Papa m'a présenté comme un fils motivé pour faire du bénévolat. Elle a souri, s'est proposé de me faire visiter leurs locaux. Durant la visite, j'ai vu des murs tapissés de photos de randonneurs disparus. Certains visages me semblaient familiers. La femme, elle, discutait gaiement des procédures de recherche, sans voir mon malaise grandissant. Papa, lui, scrutait ma réaction, cherchant à jauger mon seuil de tolérance. La visite s'est terminée sur une proposition de séance de formation pour bénévoles. Il lui a serré la main, assurant que je serais un atout pour l'association. Sur le trajet du retour, il m'a expliqué combien ses ressources pourraient l'aider à repérer des schémas, à cibler de nouvelles victimes. Ce soir-là, j'ai pris ma décision. Les plantes toxiques que j'avais autrefois récoltées étaient toujours cachées dans mon matériel de camping, dans ma chambre. Papa m'en avait appris les propriétés, pensant que je les utiliserais contre nos victimes. Au lieu de ça, j'ai commencé à préparer de petites doses, testant les effets sur moi-même pour mieux les comprendre. Le prochain séjour a été fixé plus tôt que prévu. Papa a annoncé qu'on partirait pour 2 semaines, une sorte de stage intensif. Maman nous a aidés à préparer nos sacs, ne manquant pas de commenter tout ce qu'il fallait prendre. Elle m'a embrassé plus fort que d'habitude pour me dire au revoir, et j'ai prolongé l'étreinte, tentant de graver ce moment en moi. Nous avons roulé plus loin dans la nature que jamais encore. Papa avait choisi un endroit si reculé que même les randonneurs expérimentés y mettaient rarement les pieds. Il a installé le camp avec une précision quasi militaire, bâtissant un abri solide pour affronter la moindre tempête. Le 2e jour, il m'a enfin révélé le véritable objectif du séjour. Il avait repéré un groupe d'étudiants qui comptaient traverser la région, 5 cibles d'un coup. Ce test serait mon examen final, la preuve que je savais gérer des situations complexes. J'ai passé des heures à analyser leurs publications, retenir leurs prénoms, comprendre leurs liens. Papa m'a appris à les considérer comme des proies, à repérer les plus faibles ou les menaces potentielles. J'étais mort d'angoisse à l'intérieur, mais j'ai fait semblant de m'intéresser. Les étudiants sont arrivés 3 jours plus tard, installant leur camp à 3 kilomètres du nôtre. Papa m'a envoyé en éclaireur pendant qu'il préparait le matériel. Je les ai observés avec des jumelles. Ils étaient tout excités à l'idée de l'aventure, sans se douter du danger qui planait. Cette nuit-là, j'ai versé l'extrait toxique dans le café de papa. J'avais dosé avec soin, juste de quoi provoquer de violentes douleurs à l'estomac, sans conséquences graves. En moins d'1 heure, il était plié en 2, en sueur, victime de crampes intenses. Il a essayé de cacher sa douleur, mais son état n'a fait qu'empirer. Au petit matin, il tenait à peine debout. Il m'a laissé des consignes pour assurer la surveillance le temps qu'il se remette, trop orgueilleux pour reconnaître à quel point il était mal en point. J'ai accepté sans discuter, puis j'ai filé vers le campement des étudiants, que j'ai retrouvé en plein remballage. Je me suis contenté de les avertir de la présence d'animaux dangereux dans le coin et de leur conseiller de changer de trajet.
Ils m'ont remercié et ont modifié leur plan, prenant des chemins plus sûrs et fréquentés. À mon retour, papa était encore plus affaibli. La plante faisait plus d'effet que prévu, il était déshydraté et à bout de force. Il a voulu savoir ce qu'étaient devenus les étudiants. Je lui ai dit qu'ils avaient de bifurquer vers une zone bien trop fréquentée pour ce qu'on cherchait à faire. Ça l'a contrarié, mais il était trop mal pour vraiment s'énerver. Il ne tenait même plus debout, incapable de suivre qui que ce soit dans la forêt. Pour la première fois, je l'ai vu vraiment vulnérable, le prédateur dépassé par son propre corps. Je l'ai soigné, du moins en apparence, lui apportant de l'eau, faisant mine de chercher des médicaments dans nos affaires. En vérité, je temporisais, le maintenant faible pendant que les étudiants mettaient de la distance. Chaque heure qui passait rendait leur poursuite plus improbable. Le 4e jour de sa maladie, son téléphone a sonné. C'était le contact des personnes disparues qui annonçait que les étudiants avaient refait surface auprès d'un poste de garde forestier. Papa voulait m'apprendre à me constituer un réseau, mais franchement, c'était le pire groupe LinkedIn imaginable. Se vanter d'aider des gens à disparaître, ça ne fait pas vraiment bon genre sur un CV. Les étudiants étaient en sécurité, leur famille prévenue. La fenêtre de papa s'était refermée et il en avait bien conscience. Tandis qu'il retrouvait lentement des forces, j'ai vu son regard changer. Il comprenait, sans pouvoir le prouver, ce que j'avais fait. Quelque chose s'était brisé entre nous. Il avait révélé sa faiblesse, et nous le savions tous les deux. On a abrégé le séjour, il était bien trop fatigué pour marcher longtemps. Pendant le retour, il a fait comme si de rien n'était, évitant d'évoquer mon échec à pister les étudiants, préférant parler de confiance et expliquer que les prédateurs ne peuvent compter sur personne, pas même sur leur propre enfant. Une fois à la maison, j'ai balancé le reste d'extraits de plantes dans les toilettes. Papa m'a regardé faire depuis l'embrasure de la porte, impassible. On savait parfaitement ce qui s'était joué, mais personne n'en a soufflé mot. Le bracelet électronique a disparu cette nuit-là. Papa me l'a retiré pendant que je dormais, sans commentaire. Au matin, j'ai trouvé mon matériel de camping préparé près de la porte, accompagné d'un mot « Tu as fini ta formation. La suite t'appartient ». J'ai passé la semaine suivante à attendre la sanction. Allait-il se servir de ce qu'il savait contre moi, me tomber dessus en pleine nuit? Mais rien n'est venu. Papa a repris sa routine. L'hôpital, les apparences impeccables. Maman, elle, a immédiatement remarqué que quelque chose avait changé, que la distance s'était installée entre nous. Elle a tenté de retisser les liens avec des dîners de famille, des soirées films, mais le fossé était trop grand. On partageait le même toit sans vraiment se parler. Je me suis plongé dans les dossiers d'inscription à la fac, ne visant que des établissements à l'autre bout du pays. Papa m'a proposé d'écrire une lettre de recommandation, d'un ton parfaitement neutre et professionnel. On savait que je devais partir, mettre assez de kilomètres pour que notre guerre froide ne dérape pas. Un soir, je l'ai surpris dans son bureau, occupé à consulter sa collection de coupures de presse. Il en avait ajouté de nouvelles, des disparitions dans des régions où nous n'avions jamais mis les pieds. Il chassait seul à présent, fidèle à sa vraie nature. Il m'a vu et m'a fait signe de m'asseoir. On est resté silencieux un moment, puis il a parlé de la nature, expliquant que certains prédateurs chassent en groupe, d'autres en solitaire. Il a ajouté qu'il avait voulu transmettre un héritage, mais que certains traits ne se transmettent pas. J'ai compris le sous-entendu. Il me libérait, non par amour ou remords, mais parce que cela devenait trop risqué de m'avoir dans son jeu. J'étais devenu un risque qu'il ne pouvait plus courir, une tentative ratée de succession. Les preuves qu'il avait accumulées restaient quelque part, suspendues comme une épée de Damoclès au-dessus de moi. Mais on était dans une impasse. Il ne pouvait rien faire sans s'accuser lui-même, et moi non plus. On était liés, chacun tenant l'autre à distance. Le printemps est arrivé avec les réponses d'admission. J'ai choisi une université à l'autre bout du pays, le plus loin possible de ces terrains de chasse. Maman a pleuré, papa s'est contenté d'acquiescer, proposant de payer les frais de scolarité, comme s'il investissait dans mon avenir. L'été avant la fac, j'ai bossé dans un magasin de matériel outdoor. Papa est passé une fois s'équiper, on a échangé quelques banalités comme deux inconnus, chacun jouant son rôle devant les clients. Il est reparti sans rien évoquer de notre passé. Cet été-là, j'ai commencé une thérapie. J'ai dit au psy que j'avais du mal à créer du lien avec mon père. Impossible d'aborder le vrai traumatisme, mais parler de la surface m'a fait du bien. Il m'a proposé une thérapie familiale, que j'ai gentiment refusée. Les dernières semaines à la maison se sont déroulées sous une normalité forcée. Repas où papa et moi évitions de croiser nos regards, efforts de maman pour fabriquer des souvenirs avant mon départ, le poids des non-dits planant sur chaque instant. En guise de cadeau d'adieu, papa m'a offert un couteau de camping haut de gamme. Le symbole ne nous a échappé ni à lui, ni à moi. À la fois un rappel de ce dont j'avais réussi à m'extraire et un avertissement sur ce qui continuait à nous relier. Je l'ai rangé tout au fond de mes cartons pour la fac. La veille de mon départ, j'ai entendu papa préparer ses affaires pour une nouvelle expédition. Les bruits familiers de l'équipement, les cartes qu'on étale. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la prochaine famille qui resterait sans réponse. Maman m'a conduit à l'aéroport, papa prétextant une opération pour ne pas venir. On savait tous les deux pourquoi. Nos vrais adieux s'étaient déjà joués dans ce bureau, deux prédateurs conscients qu'ils ne pouvaient partager le même territoire. À la fac, j'ai soigneusement évité les clubs de plein air et les groupes de randonnée. La nature était devenue empoisonnée pour moi. Chaque sentier me semblait désormais un terrain de chasse potentiel. Je me suis alors tourné vers la psychologie, dans l'espoir de comprendre d'où naissaient les monstres comme papa et si cette noirceur sommeillait aussi en moi. J'ai changé de filière à 3 reprises, en quête d'une voie qui me paraissait saine. Finalement, le travail social s'est imposé, attiré par l'idée d'aider des jeunes en difficulté. Peut-être pourrais-je empêcher d'autres de subir ce que papa avait voulu faire de moi.
Le bracelet électronique n'avait laissé aucune cicatrice apparente, mais je sentais toujours son poids invisible. Ma liberté était conditionnelle, soumise à des limites que je m'imposais moi-même. Plus de camping, plus de randonnée, plus aucune incursion là où rôdent les prédateurs. Mes contacts avec la maison se résumaient à de courts appels à maman. Elle évoquait les sorties de chasse de papa, son bénévolat dans les équipes de recherche et de secours. J'y voyais une ironie cruelle, le savoir en train de traquer ses propres victimes. Pourtant, je restais silencieux. Sur le campus, je me suis recréé une existence, entourée de personnes qui ignoraient tout de mon passé. Les groupes d'études et les rendez-vous dans les cafés ont remplacé les balades en forêt. La ville me semblait plus sûre, moins propice aux prédateurs pour isoler une proie. À l'approche du diplôme, des offres d'emploi arrivaient, toutes loin de chez moi. J'ai accepté un poste auprès d'adolescents en rupture, des jeunes qui me rappelaient celui que j'étais à 13 ans. Peut-être pourrais-je leur offrir ce qu'on ne m'avait jamais donné, une porte de sortie avant qu'il ne soit trop tard. Un soir de printemps, maman m'a appelé avec des nouvelles. Papa avait été blessé lors d'une opération de secours. Une chute d'une falaise lui avait brisé la jambe et mis fin à ses escapades en pleine nature. Il récupérait, mais ses jours de chasseur étaient derrière lui. En l'apprenant, je n'ai rien ressenti, ni soulagement, ni inquiétude. Le monstre qui avait marqué mon adolescence avait été stoppé par la gravité, non par la justice. Il garderait ses secrets et moi les miens, tous deux prisonniers du même passé. Les années ont passé. Ma vie s'est construite autour de l'aide aux jeunes à risque, confrontés à des familles dangereuses. J'ai appris à repérer les signes, à anticiper ces manipulations sournoises qui abîment la morale d'un enfant. Certains ont pu s'en sortir grâce à mon soutien, d'autres étaient déjà trop loin. Le couteau offert par papa dormait dans un tiroir, jamais utilisé, jamais jeté, rappel de ce que j'avais traversé et de la route choisie. Chaque jeune que j'aidais était pour moi une petite victoire contre l'héritage qu'il avait voulu m'imposer. Je ne suis jamais retourné dans ces bois. Les avis de disparition continuaient d'apparaître, plus rares depuis la blessure de papa, mais d'autres prédateurs chassaient là-bas, suivant les méthodes qu'il avait mises en place. Le cycle continuait sans nous. Parfois, dans le calme, je pensais à ceux qui avaient disparu, aux randonneurs qui avaient suivi nos indications, à mon chef scout d'enfance, à tous ceux dont les visages hantaient les avis de recherche. Vivre avec ces fantômes est devenu une habitude. Ils nourrissaient mon engagement, me donnant la force de protéger d'autres adolescents d'un sort similaire. Je ne pouvais pas les sauver, mais je pouvais rendre hommage à leur mémoire en empêchant d'autres drames. Les trophées rassemblés par papa existaient certainement encore quelque part, une menace silencieuse qui scellait mon mutisme. Mais ce silence était devenu réflexe, un instinct de survie aussi ancré que les techniques de pistage qu'il m'avait apprises. Parfois, mes collègues me demandaient pourquoi je séchais les séminaires d'équipe en pleine nature. Je trouvais toujours des excuses. Allergie, engagement, peu importe. La vérité était trop lourde, trop risquée à confier. Certaines histoires doivent rester enfouies. De temps en temps, maman venait me rendre visite, toujours seule. Elle avait soudain vieilli après mon départ, sans doute parce qu'elle prenait la mesure de l'ombre dans laquelle elle avait vécu tant d'années. On ne parlait de papa qu'à travers de brèves nouvelles sur sa santé. Notre relation s'était construite dans les interstices de son absence. J'ai instauré mes propres routines, mes propres manières de dompter le traumatisme. Les balades en ville ont pris la place des randonnées, l'aide aux autres celle de la chasse pour laquelle j'avais été formé. Chaque jour était une décision de dépasser mes origines. De temps à autre, le jeune homme que papa m'avait présenté apparaissait dans la presse, impliqué dans des disparitions dans d'autres régions. Il avait pris le relais, étendant la violence à de nouveaux horizons. Je me demandais combien d'autres papas avaient formé au fil des années. Ma thérapie a évolué, centrée désormais sur la rupture des cercles de violence. Ma psy n'a jamais tout su, mais elle m'a appris à transformer le traumatisme en moteur. Je n'étais pas condamné à reproduire ce qu'on m'avait inculqué, mais à choisir ce que j'en ferais. Mon travail occupait tout mon temps. Chaque dossier était l'occasion d'intervenir avant qu'un nouveau prédateur ne frappe. Je suis devenu expert pour détecter les signes, les manœuvres qui font glisser l'amour vers la domination. Certains me trouvaient paranoïaque. Moi, j'appelais ça de l'expérience. Les relations amoureuses restaient compliquées. Faire confiance n'est pas évident quand on a grandi auprès d'un homme qui masquait ses intentions derrière la gentillesse. Je gardais mes relations superficielles, refusant de laisser quiconque approcher assez près pour découvrir mon histoire. Le couteau de camping a finalement servi au travail pour couper des cordes lors de séances de thérapie en plein air avec des ados en difficulté. Le transformer d'arme en outil me semblait logique. Une petite rédemption pour un objet conçu pour faire du mal. J'ai construit une vie faite de limites claires et de choix réfléchis. Pas de nature sauvage, pas d'isolement, pas de situation où le rapport proie-prédateur pourrait ressurgir. C'était contraignant, mais nécessaire, un cadre pour rester humain. 10 ans après mon départ, j'ai reçu un colis sans expéditeur. À l'intérieur, des photos de nos sorties de chasse, soigneusement retouchées pour ne montrer que moi en train de suivre une piste en forêt. Un rappel que les preuves existaient toujours, que le silence resterait le prix à payer pour ma liberté. J'ai brûlé les photos et repris le cours de mon travail. Le fils ne manque pas de se vanter d'aider les jeunes en galère, tout en prenant bien soin de garder ses propres secrets sous clé. Il y a quelque chose d'assez ironique à prôner la transparence quand on vit retranché derrière autant de barrières. Chaque jour apportait son lot de défis, de nouveaux adolescents à soutenir dans des situations délicates. Certains me rappelaient à mon propre passé, coincé dans des circonstances qui les dépassaient complètement. C'est pour cela que je me battais le plus. On peut briser le cycle de la violence, mais ça demande une vigilance de tous les instants. J'ai réussi à m'échapper physiquement, mais les chaînes dans la tête mettent bien plus longtemps à se desserrer. La liberté, ça se gagne petit à petit. Chaque jeune sorti de l'ornière m'éloignait un peu plus de mes propres ténèbres. Mon histoire n'a jamais eu de vraie fin, pas de victoire éclatante contre le mal. Mon père a continué sa route,
ranger des voitures mais sans jamais avoir à rendre de compte. Moi, j'ai dû vivre avec ce que la survie laisse comme cicatrice, et j'ai tenté de reconstruire quelque chose de stable sur les ruines de mon enfance. La forêt est restée un territoire interdit, un genre de sacrifice nécessaire pour ne pas perdre pied. Mais dans la jungle urbaine où je me suis installé, j'ai trouvé un sens à ma vie, protéger les autres au lieu de devenir un prédateur. Ce n'est pas la vie que mon père avait rêvé pour moi, mais au moins, c'est la mienne. Certaines nuits, je rêve encore de ces bois, des sentiers marqués d'un X rouge et des visages disparus sur des affiches. Mais chaque matin, il y a du boulot, des gosses à aider, des cercles vicieux à briser. On ne réécrit pas le passé, mais l'avenir reste ouvert. Je n'ai gardé aucun trophée, aucun souvenir de tout ça, sauf ce couteau devenu un simple outil. Mes victoires, c'est autant de vies sauvées, d'enfants épargnés, qui n'auront jamais à savoir à quel point ils sont passés près du gouffre, quel que soit le côté du miroir. Le monstre qui m'a élevé a raté son coup. Je n'ai jamais accepté son héritage. J'ai choisi de traquer l'espoir, même dans les endroits les plus abîmés du monde. Ce n'est pas la rédemption parfaite, mais ça me suffit. Le temps file. Surtout quand on s'amuse à balancer quelques pics bien placés, pas vrai? Merci de m'avoir laissé jouer le rôle du complice espiègle aujourd'hui. Abonnez-vous si vous voulez en découvrir davantage dans le même esprit.